Elle a annoncé qu'elle dormirait ailleurs, puis a claqué la porte avec mépris. Elle était loin de se douter que je suivais chacun de ses déplacements via le système de sécurité. Elle a blêmi en revenant. Je dors dehors ce soir, ne sois pas lourd. Ces 5 mots sont sortis de sa bouche avec le même naturel que quelqu'un demandant du sel à table. Hélène n'a même pas regardé en arrière, elle a juste pris son sac Louis Vuitton, que je lui avais offert pour son anniversaire, a arrangé ses cheveux dans le miroir de l'entrée et a claqué la porte. Le son a résonné dans l'appartement vide de 140 mètres carrés, situé dans le 16e arrondissement de Paris. Je suis resté là, debout dans le salon, tenant une tasse de café qui refroidissait dans ma main. Je n'ai pas tremblé, je n'ai pas crié, j'ai juste écouté ses talons descendre les escaliers de l'immeuble haussmannien, le bip du déverrouillage de la voiture, puis le moteur de son Audi A3 argenté démarrer. Il était 19h37 par un vendredi pluvieux de mars. Je connais l'heure exacte parce que j'ai regardé la montre Casio à mon poignet. Je suis architecte en système de sécurité depuis 15 ans. Je travaille à la conception de protection contre les intrusions, à la détection de vulnérabilités, à l'analyse de comportements suspects. Ma profession m'a appris une chose, celui qui agit sous l'impulsion perd. Celui qui observe, cartographie et exécute au bon moment, gagne. Et j'observais Hélène depuis exactement 42 jours. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Damien Armand, j'ai 38 ans et pendant 8 ans j'ai cru avoir un mariage solide. Hélène et moi nous sommes rencontrés lors d'une soirée de fin d'études d'une grande école. Elle était étudiante en communication. Je terminais mon école d'ingénieur en informatique. Elle était extravertie, drôle, une de ces femmes qui illuminent n'importe quelle pièce. J'ai toujours été plus réservé, analytique. Elle disait que nous étions l'équilibre parfait. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, en 2017, grande fête dans un domaine en Normandie, 200 invités, lune de miel aux Seychelles. Je développais mon entreprise de conseil en cybersécurité. Cela a commencé petit, juste moi et 2 associés. Aujourd'hui nous sommes 16 employés, pour un chiffre d'affaires mensuel de 60 000 €. Je me suis tué au travail. Week-end, jours fériés, nuit blanche à déboguer du code, déplacement à Lyon, Bordeaux, Londres. Hélène n'a jamais retravaillé après notre mariage. Pas parce que je l'exigeais. Elle disait simplement qu'elle voulait se trouver, qu'elle avait besoin de temps pour découvrir ce qu'elle voulait vraiment faire. D'accord. J'assumais tout, appartement payé, voiture neuve, carte de crédit sans plafond. Elle fréquentait les salles de sport de luxe, faisait du pilates, avait un coach personnel, allait au spa avec ses amis. Et sa meilleure amie s'appelait Béatrice. Béatrice était mariée à Richard, un agent immobilier prospère. Ils vivaient dans une maison bourgeoise à Saint-Cloud. Ils avaient 2 jeunes enfants. On se voyait tous les mois. Déjeuner le week-end, anniversaire, nouvel an. Richard était l'un de ces types m'as-tu vu. Il conduisait un gros SUV noir, portait des polos de marque, parlait fort, riait trop fort. Je ne l'ai jamais beaucoup apprécié, mais j'étais cordial. Béatrice était l'opposé, discrète, polie, toujours bienveillante. Elle travaillait comme professeure d'anglais dans un lycée privé. En janvier de cette année, un dimanche après-midi, je finissais un rapport de sécurité pour un client bancaire. Hélène était allée déjeuner avec les filles. J'avais besoin d'un document qui était resté dans sa voiture. Je suis descendu au parking, j'ai ouvert l'Audi avec le double des clés et j'ai vu son portable oublié dans la boîte à gants. Mon rythme cardiaque n'a pas accéléré, ma main n'a pas tremblé, j'ai simplement pris l'appareil, je connaissais le code. C'était la date de notre anniversaire de mariage. Détail ironique que vous comprendrez dans un instant. J'ai ouvert WhatsApp. La première conversation était avec R. J'ai fait défiler l'écran. J'ai lu. Ton corps me manque. Hier c'était parfait. Il ne s'est douté de rien. À quelle heure tu peux demain? Des messages et encore des messages. Photos, notes vocales, projets, hôtel, moqueries sur moi, sur combien j'étais prévisible, bourreau de travail, ennuyeux, sur comment Richard était plus viril, savait traiter une femme. J'ai tout lu, chaque mot, chaque emoji. Je suis remonté à l'appartement, j'ai remis le portable exactement où il était, j'ai fermé la portière et je me suis remis au travail, non pas comme un mari trompé, mais comme un expert en sécurité. Première règle de ma profession, ne jamais montrer que vous avez détecté l'intrusion. Laissez l'attaquant en confiance.
Cartographiez tous ses mouvements. Identifiez les complices. Ce n'est qu'alors que vous refermez le piège. Durant les 42 jours suivants, j'ai feint une normalité absolue. Je me réveillais, embrassais Hélène sur le front, allais travailler à la Défense, revenais, nous dînions ensemble, regardions Netflix, avions des moments d'intimité quand elle était d'humeur, ce qui était de plus en plus rare. Je souriais, posais des questions sur sa journée, complimentais sa nouvelle coiffure. Je n'ai pas changé une virgule à mon comportement, mais en arrière-plan, je construisais mon dossier. J'ai installé un logiciel de traçage sur son portable. Ce n'est pas illégal quand le téléphone appartient à la société familiale dont je suis le gérant. Je connais les zones grises juridiques. L'application m'envoyait des captures d'écran de toutes les conversations, localisation, GPS, appels. J'ai découvert le modèle. Tous les mardis et vendredis, Hélène sortait pour le Pilate à 15h, sauf que le GPS indiquait l'adresse d'un hôtel discret près de la porte Maillot. 2 heures exactes. Richard arrivait 10 minutes après elle, repartait 10 minutes avant. Mais je ne voulais pas seulement des preuves de la trahison. Je voulais comprendre l'étendue du problème. Alors, je me suis intéressé à Béatrice. J'ai engagé un détective privé, discret, professionnel, ancien de la police judiciaire. Je lui ai demandé d'enquêter sur l'emploi du temps de Richard. En une semaine, j'avais des photos, pas seulement avec Hélène, Richard avait au moins 2 autres liaisons, une secrétaire de son agence, une cliente. Le type était un prédateur en série. Et Béatrice, le savait-elle? Je devais le découvrir, car si elle le savait et fermait les yeux, elle pourrait être une alliée. Si elle ne le savait pas, elle devait savoir, pas par bonté, mais par stratégie. Un samedi matin, je suis allé à la boulangerie de leur quartier. Je savais que Béatrice y allait tous les samedis à 9h acheter du pain et des viennoiseries pour les enfants. J'ai calculé la rencontre comme une opération militaire. J'étais dans la file quand elle est entrée. J'ai remarqué son visage fatigué, ses cernes. Elle m'a vu et a souri avec sa gentillesse habituelle. Damien, quelle surprise. Salut, Béa. Je passais par là pour un rendez-vous et je me suis souvenu que vous aimiez les brioches d'ici. Mensonge, mais mensonge tactique. Nous avons échangé des banalités sur les enfants, le travail, la météo. Alors j'ai baissé le ton, en la regardant droit dans les yeux. Béa, puis-je te poser une question délicate? As-tu confiance en Richard? Son sourire s'est figé. Ses yeux ont cherché les miens, confus. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que je n'ai plus confiance en Hélène et je pense que nous devons parler en privé. Le silence entre nous a duré 5 secondes, mais j'ai vu le doute, la douleur, la confirmation de quelque chose qu'elle soupçonnait déjà mais ne voulait pas admettre. Retrouve-moi cet après-midi. Centre commercial Beaugrenelle, au café du premier étage, 16h. Viens seul. Elle a simplement hoché la tête. À 16h05 ce samedi-là, Béatrice était assise à une table au fond du café. Je suis arrivé avec un dossier noir, je me suis assis face à elle, je n'ai rien commandé, je n'avais pas de temps pour les formalités. Béa, je vais être direct. Hélène te trompe avec moi. Enfin, avec Richard. Cela fait au moins 4 mois. J'ai vu le sang quitter son visage. Ses doigts se sont crispés sur la hanche de son sac. J'avais des doutes. Il est bizarre. Il rentre tard, son portable a un nouveau code, mais Hélène est ma meilleure amie depuis 10 ans. Je n'aurais jamais pensé ça d'elle. N'imagine pas, constate. J'ai ouvert le dossier, j'ai tout montré. Capture d'écran des conversations, photos du détective, rapport GPS avec date, horaire, lieu, le nom de l'hôtel, montant des dépenses sur la carte professionnelle de Richard qui coïncidait avec les rencontres. Béatrice a commencé à pleurer. Ce n'était pas un pleur de désespoir, c'était un pleur de rage, d'humiliation. Elle a caché son visage dans ses mains. Cette fille entrait chez moi, jouait avec mes enfants, me donnait des conseils conjugaux. Béa, regarde-moi. Elle a levé ses yeux rougis. Tu vas lui crier dessus? Faire un scandale? Je ne sais pas. J'ai envie de les tuer. Moi aussi, mais pas sous le coup de l'émotion. Avec intelligence. J'ai exposé mon plan. Je travaillais dessus depuis un mois, chaque détail était calculé. Premièrement, le patrimoine. Hélène et moi étions sous le régime de la séparation de biens.
L'appartement était à mon nom, acheté avant le mariage, mais nous avions un compte joint où je versais environ 1500 € par mois pour ses dépenses. Solde actuel, 9000 €. J'allais mettre cela à zéro. Deuxièmement, les preuves juridiques. J'avais tout documenté, mais j'avais besoin de preuves ayant une validité légale. J'ai engagé un avocat spécialiste du droit de la famille. Nous avons fait établir un constat d'huissier, infidélité prouvée. Troisièmement, Richard. Béa m'a confirmé que leur patrimoine était important. La maison valait 1,2 million d'euros. Richard avait 2 bureaux loués, des investissements, mais tout était aux deux noms, sous le régime de la communauté. Si elle demandait le divorce pour faute avec preuve d'adultère, elle obtiendrait une part conséquente ainsi que des dommages et intérêts. Quatrièmement, l'impact psychologique. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer la trahison, mais de détruire le fantasme, de faire réaliser à Hélène et Richard qu'ils ont été pathétiques, qu'ils ont sacrifié leur famille pour une aventure vide. Béa, voici ce que tu vas faire. Lundi, tu vas voir l'avocat que je vais t'indiquer. Tu lances la procédure de divorce. Tu fais bloquer tous les comptes joints. Ne préviens pas Richard. Il le découvrira quand il essaiera d'utiliser sa carte et qu'elle sera refusée. Et toi? Je vais laisser Hélène croire qu'elle a le contrôle, qu'elle peut découcher sans conséquence, car quand elle reviendra, vous l'attendrez. Béatrice a compris. Elle n'était pas bête. C'était juste une femme trompée comme moi. Nous sommes devenus alliés. Le lundi, Béatrice a exécuté sa part. Elle est allée au cabinet de maître Henri Tournier, un avocat réputé de Paris. Elle a déposé la requête à 14h30, tous les comptes joints d'elle et Richard ont été gelés, cartes bloquées, accès aux investissements suspendus. J'ai fait de même. J'ai vidé le compte joint avec Hélène, transféré les 9000 € vers un livret d'épargne au nom de ma mère. J'ai fait opposition sur la carte de crédit supplémentaire qu'Hélène utilisait. J'ai changé le mot de passe de l'application bancaire. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que la bombe explose. Le mardi, Hélène est sortie pour le Pilate, comme toujours. J'étais au bureau en réunion de planification stratégique. Mon portable a vibré. Notification du traceur GPS. Elle était à l'hôtel. 15 minutes plus tard, une autre alerte. Le portable de Richard? Oui, j'avais piraté le sien aussi. Merci de demander. Il montrait 53 tentatives d'appel vers Béatrice, toutes rejetées. À 16h47, Richard a tenté de mettre de l'essence à une station-service du périphérique. Paiement refusé. Il a essayé une autre carte, refusée. Il a ouvert l'appli de la banque. Accès bloqué. J'ai appelé Béatrice. Elle était au lycée entre deux cours. Il t'a appelé? 38 fois. Il a envoyé un message disant qu'il avait une urgence. J'ai juste répondu, l'urgence, c'est la procédure de divorce lancée aujourd'hui. Mon avocat te contactera demain. J'ai failli rire. Failli. Et maintenant? Maintenant, on attend qu'ils se noient dans leurs propres mensonges. Hélène est rentrée à la maison à 18h20. Elle est entrée en souriant, les cheveux humides. Elle avait probablement pris une douche à l'hôtel. Salut mon amour. Le Pilate était intense aujourd'hui. J'étais dans la cuisine en train de préparer des pâtes. Ma spécialité. J'imagine. Tu veux dîner? Je veux bien. Laisse-moi juste reprendre une douche pour enlever la sueur. Sueur? Bien sûr. Elle est allée dans la chambre. J'ai entendu l'eau couler. 5 minutes plus tard, elle a crié depuis la salle de bain, Damien, la carte a un problème. J'ai essayé de payer une facture en ligne et ça m'affiche une erreur. Bizarre. Ça doit être une instabilité du système bancaire. Réessaie demain. Silence. Elle est sortie de la douche, a pris son portable. Elle a dû essayer d'accéder au compte joint. Elle a dû voir le solde à zéro. Elle est venue jusqu'à la cuisine, le visage légèrement inquiet. Damien, tu as touché au compte? J'ai touché, j'ai tout viré sur un livret d'épargne. Meilleur taux d'intérêt. Ah, d'accord alors. Mais ça ne passait pas. Je l'ai vu dans ses yeux. Pour la première fois en 42 jours, elle n'était plus sûre d'elle. Nous avons dîné en silence. Le mercredi,
le chaos a vraiment commencé. Richard a été officiellement notifié du divorce. Un huissier de justice s'est présenté à son agence à 10 heures du matin devant des clients. Il lui a remis les actes. Richard a ouvert l'enveloppe, a lu, selon le détective que je gardais encore en surveillance, il a blêmi. Il est sorti en titubant. Il a appelé Hélène. Je le sais car le traceur a capturé la conversation. La voici. Richard, Béatrice demande le divorce. Elle sait tout. Hélène, comment ça elle sait tout? Qu'est-ce que tu as dit, Richard? Richard, je n'ai rien dit. Elle a des preuves, photos, dates. Un salaud a enquêté sur moi. Hélène, calme-toi, calme-toi. Elle bluffe peut-être. Richard, bluffé? Elle a fait bloquer tous les comptes. Je suis sans argent. J'ai de l'immobilier, mais tout l'argent liquide était sur le compte joint. Je suis foutu, Hélène. Et Damien? Est-ce qu'il sait? Hélène, je ne sais pas. Richard, s'il sait, tu es foutu aussi. Silence sur la ligne. Hélène, je viens te voir. On doit parler. Richard, non, ne viens pas. Béatrice doit me surveiller. Si elle te voit ici, ça aggrave tout. Hélène, alors qu'est-ce qu'on fait? Richard, je ne sais pas, laisse-moi essayer de lui parler, essayer d'inverser la vapeur, parler avec Béatrice. Bonne chance. Le soir, Hélène était nerveuse, se rongeait les ongles, touchait son portable, se levait, s'asseyait, se relevait. Ça va? Ai-je demandé, feignant l'innocence. Ça va. Juste le travail. Quel travail, Hélène? Tu ne travailles pas. Le jeudi, Richard a tenté le tout pour le tout. Il a surgi au lycée où Béatrice enseignait. Il l'a attendu à la sortie. Des témoins, des collègues, m'ont raconté plus tard qu'il a été pathétique. Il a supplié. Il a dit que c'était une faiblesse et que cela ne signifiait rien, qu'il l'aimait elle et les enfants. Béatrice l'a regardé avec un mépris que j'aurais adoré voir de mes propres yeux. Tu n'aimes personne, Richard. Tu t'aimes toi-même et Hélène. Tu peux rester avec elle. Vous vous méritez l'un l'autre, mais vous vous méritez sans ma maison, sans mon argent et sans mes enfants. Et elle est montée dans sa voiture. Richard est resté là sur le parking, tel un chien abandonné. Ce soir-là, Hélène a reçu un message de lui. C'est fini. Béatrice ne reviendra pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête pour un moment. Arrêtez pour un moment. Le lâche battait en retraite. Il avait vu que le bateau coulait et ne voulait pas couler avec. Hélène s'est enfermée dans la chambre. Je l'ai entendue pleurer. Elle pleurait pour l'humiliation d'être jetée par son amant, pas pour moi, pour lui. Je suis resté dans le salon à boire une bière, froidement satisfait. Le vendredi matin, j'étais au bureau quand Béatrice m'a appelé. Damien, je dois te remercier. Hier j'ai pleuré toute la nuit, mais aujourd'hui je me suis réveillé soulagé, libre, sans ce poids. Ce n'est pas encore fini, Béa. Aujourd'hui c'est le grand final. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Tu peux venir à l'appartement à 19h? J'y serai. J'ai raccroché. J'ai envoyé un message à Hélène. Tu me manques. Et si on dînait dehors ce soir? Restaurant Le Train Bleu, 20h. C'est moi qui invite. Elle a répondu en quelques secondes. Sérieux? J'adore. Je vais me faire belle. Bien sûr qu'elle allait le faire. Elle avait besoin de validation. Elle avait besoin de sentir qu'elle avait encore le contrôle sur quelqu'un. Sauf que je n'allais pas y aller. À 18h30, j'ai quitté le bureau, je suis passé chez un traiteur, j'ai acheté 2 gâteaux au chocolat, une bouteille de vin blanc. Je suis rentré chez moi. Béatrice attendait déjà devant l'immeuble. Nous sommes montés ensemble. J'ai ouvert la porte de l'appartement, allumé les lumières. Le salon était impeccable. J'avais tout nettoyé le matin. Assieds-toi, Béa, fais comme chez toi. Elle s'est assise sur le canapé, nerveuse. Damien, que va-t-il se passer exactement? J'ai regardé ma montre. 18h55. Dans environ 20 minutes, Hélène va réaliser que je lui ai posé un lapin. Elle va sortir du restaurant et revenir ici en courant.
Et quand elle ouvrira cette porte, je veux que tu vois son visage. Je veux qu'elle voie le tien et je veux qu'elle comprenne que c'est fini. Béatrice a pris une grande inspiration. Tu es sûr qu'elle va revenir? Absolument. Je connaissais Hélène. Elle allait attendre 15 minutes au restaurant, allait m'appeler. Je n'allais pas répondre, elle allait paniquer, penser que j'avais découvert quelque chose et courir à la maison pour essayer de sauver les meubles. À 19h17, mon portable a sonné. Son nom sur l'écran. J'ai ignoré. Ça a sonné de nouveau. J'ai ignoré. Message. Damien. Où es-tu? Je suis au train bleu. Tu n'es pas venu. Je n'ai pas répondu. Réponds-moi. Je m'inquiète. Rien. Je rentre à la maison. J'ai souri. Béatrice m'a regardé. Elle vient. Je sais. Nous sommes restés assis en silence. J'ai bu du vin. Béatrice a mangé un morceau de gâteau plus par anxiété que par faim. À 19h43, j'ai entendu l'ascenseur, des pas rapides dans le couloir, la clé tournée dans la serrure. La porte s'est ouverte. Hélène est entrée précipitamment, visage anxieux. Elle a commencé à parler. Excuse-moi, je pensais que... Et elle s'est arrêtée. Elle m'a vu assis sur le canapé. Elle a vu Béatrice à mes côtés. Son visage est passé par 5 émotions en 2 secondes. Confusion, choc, peur, colère, panique. Qu'est-ce qui se passe ici? Je me suis levé calmement, suis allé jusqu'à la table à manger, j'ai pris 2 valises qui étaient dissimulées derrière le canapé, je les ai posées devant elle, tes vêtements, documents, tout ce qui est à toi. Damien, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Tu veux que je te fasse un dessin, Hélène, ou tu préfères que je te montre les photos? J'ai pris mon portable, j'ai projeté sur la TV du salon, via Chromecast, le dossier de capture d'écran de ses conversations avec Richard. J'ai fait défiler lentement. Chaque message, chaque photo, chaque ligne ne se doute de rien. Hélène est restée paralysée, bouche ouverte, yeux écarquillés. Béatrice s'est levée, s'est tenue debout à côté de moi. Hélène l'a regardée. Béa, Non. Ne me parle pas. A coupé Béatrice d'une voix ferme. Tu as trahi mon mari, trahi ton mari, trahi notre amitié. Tu n'as pas d'excuse, pas de justification. Tu es simplement une mauvaise personne. Mais Tais-toi. Béatrice n'avait jamais crié de sa vie, mais là, elle a crié. Hélène a commencé à pleurer. Des larmes de crocodile. Damien, s'il te plaît, on peut parler. Seul, j'ai commis une erreur. J'étais confuse. Tu travailles tellement, je me sentais seule. Seule? Ai-je répété à voix basse. Dangereusement basse. Tu avais un appartement valant une fortune, une voiture neuve, une carte sans limite, une salle de sport de luxe, un spa, des voyages, du temps libre. Des amitiés. Je te donnais tout, Hélène, absolument tout. Et tu te sentais seule. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de respect. Et tu n'en avais aucun pour moi. J'ai saisi une autre enveloppe. Ah, le volet légal. Je lui ai tendu. C'est l'assignation en divorce déjà déposée. Infidélité prouvée. Témoin, preuve matérielle. L'appartement est à moi, bien propre acheté avant le mariage. La voiture appartient à ma société. Le compte joint a été vidé. Tu n'as droit à rien. Tu ne peux pas faire ça. Ah bon? Et pourtant je l'ai fait. Tu as 3 options. Tu signes le divorce par consentement mutuel et tu pars sans scandale. Tu refuses et nous allons au contentieux, où j'étale tout ça devant le juge, et tu sors sali. Ou tu tentes de me poursuivre, tu dépenses l'argent que tu n'as pas avec un avocat et tu perds quand même. Et je raconterai à tout le monde que tu es un monstre qui m'a forcé à te mettre à la porte. Raconte que tu as trompé ton mari avec le mari de ta meilleure amie. Raconte que tu avais une liaison dans un hôtel pendant que je travaillais. Raconte que tu dépensais mon argent pour acheter de la lingerie pour un autre homme. S'il te plaît, Hélène, raconte. Elle est restée silencieuse. J'ai senti Béatrice me toucher légèrement le bras. Je l'ai regardée. Elle a hoché la tête.
Béatrice s'est tournée vers Hélène. Richard aussi, c'est fini. La procédure est lancée. J'ai perdu le respect, mais j'ai gagné la maison, les enfants et la majorité du patrimoine. Il est fauché et humilié. Toi et lui pouvez essayer de construire quelque chose ensemble maintenant, sans mon argent, sans l'argent de Damien. Juste vous deux et vos mensonges. Hélène est tombée à genoux. Littéralement, elle a enlacé mes jambes. Damien, s'il te plaît, je t'aime. C'était une erreur. Je vais changer. Je me suis écarté. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais le confort, la stabilité, mais en même temps tu méprisais celui qui te donnait ça. Tu me traitais de prévisible, d'ennuyeux. Maintenant tu vas connaître des gens imprévisibles, des gens excitants, mais sans argent. J'ai pris les valises, ouvert la porte. Sors. Où je vais? Appelle Richard. Peut-être que l'hôtel a de la place. Béatrice a ri. C'était un rire court, triste, mais authentique. Hélène s'est levée, a pris les valises, et passée devant moi sans me regarder dans les yeux, s'est arrêtée à la porte. Tu vas le regretter, Damien. Personne ne voudra de toi. Tu es froid, calculateur. Je le suis. Et ça m'a sauvé. Tu es émotionnelle, impulsive et ça t'a détruite. Elle est sortie. J'ai fermé la porte, je me suis adossé contre le battant. J'ai pris une grande inspiration. Béatrice est venue vers moi, m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas romantique, c'était solidaire. Deux naufragés qui ont survécu. Merci, Damien. Merci à toi. Nous sommes restés là en silence quelques minutes. Ensuite elle a dit au revoir, et rentrée chez elle, pour ses enfants. Je suis resté seul dans l'appartement. J'ai pris mon portable, bloqué le numéro d'Hélène, effacé toutes les conversations, supprimé les photos. Pas par colère, par hygiène mentale. J'ai ouvert une bière, me suis assis sur le balcon. Paris était illuminé en bas. Des lumières de millions de vies, certaines heureuses, certaines brisées, certaines en reconstruction. La mienne était en reconstruction. 3 mois plus tard, le divorce a été prononcé. Hélène a tenté de contester, mais n'avait pas de dossier solide. Elle a signé. J'ai su qu'elle était retournée en province, où vivait sa famille. Elle travaille dans une petite agence de communication. Elle gagne le SMIC. Richard a perdu la maison, les bureaux. Béatrice a tout gardé. Il vit dans un appartement loué d'une chambre, désespéré, essayant de récupérer les clients qui ont perdu confiance en lui. Béatrice est devenue ma véritable amie. Nous ne sortons pas ensemble. Nous n'avons pas eu de romance, juste un respect mutuel. Elle m'a présenté ses amis, professeurs, infirmières, femmes travailleuses, honnêtes. Je suis sorti avec quelques-unes, rien de sérieux encore, mais je ne suis pas pressé. Mon entreprise a connu une croissance de 40% cette année. J'ai embauché 4 employés de plus. Je prévois d'ouvrir une filiale à Lyon. J'ai acheté une moto, une Honda CB 500. J'en ai toujours voulu une, je n'avais jamais le temps, maintenant je l'ai. J'ai commencé une thérapie, pas parce que je suis brisé, mais parce que je veux mieux comprendre qui je suis, sans Hélène. Le thérapeute a dit que j'avais sublimé la douleur en stratégie. J'ai trouvé la description adéquate. J'ai appris que la vengeance ne consiste pas à crier, ce n'est pas la violence, c'est la patience, l'observation, l'exécution. J'ai appris que le caractère se montre dans l'adversité. Hélène a montré qu'elle était vide. J'ai montré que j'étais solide. J'ai appris que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. J'ai appris que tout le monde ne mérite pas une seconde chance. Certaines personnes méritent des conséquences. Et j'ai appris que le silence stratégique fait plus mal que 1000 paroles rageuses. Hélène m'a appelé une fois, 6 mois plus tard, numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Damien. C'est moi. Silence. Je voulais te demander pardon. Vraiment, j'ai tout gâché. Oui, tu as gâché. Tu vas bien? Je vais très bien. Moi. Je vais mal, seul. Je travaille beaucoup, je gagne peu. C'est la vie, Hélène. Tu me pardonnes? J'ai réfléchi une seconde.
pardonner signifie laisser partir la colère. Je l'ai déjà laissée. Mais pardonner ne signifie pas oublier, ni revenir, ni te souhaiter du bien. Cela signifie juste que tu n'occupes plus d'espace dans ma tête. Je mérite une seconde chance. Non, tu as mérité exactement ce que tu as reçu. J'ai raccroché. J'ai bloqué le nouveau numéro aussi. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois un homme qui a été humilié, mais pas détruit, qui a été trahi, mais pas victimisé, qui a souffert, mais ne s'est pas courbé. Je ne suis pas un héros. Je suis juste quelqu'un qui a compris que le monde ne récompense pas celui qui souffre en silence, il récompense celui qui agit avec intelligence. La douleur est inévitable, la défaite est optionnelle et j'ai choisi de vaincre. Commentaire, merci à tous d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Au-delà des rebondissements, ce qui me touche le plus, c'est la force tranquille qui naît du respect de soi. Nous ne pouvons pas toujours empêcher la trahison, mais nous avons le choix de ne pas nous laisser définir par elle. La vraie victoire ne réside pas dans le fait de détruire l'autre, mais dans la capacité à protéger sa propre paix intérieure. Savoir poser des limites fermes est parfois le plus grand acte d'amour que l'on puisse s'offrir. N'oubliez jamais que votre dignité est votre bien le plus précieux, et qu'elle ne doit jamais être négociée. La reconstruction demande du temps et du courage, mais elle mène toujours vers une version plus authentique de nous-mêmes. Si vous traversez une tempête, gardez la tête haute et concentrez-vous sur la lumière qui vous attend après l'orage. Soyez doux avec votre cœur et intransigeant sur le respect que vous méritez. Prenez soin de vous et continuez à avancer vers votre propre bonheur. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.